Merci tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui à notre présentation sur démystifier les données immobilières. On va commencer par se présenter. Ensuite, je vais présenter un espèce de survol des données, mais spécifiquement dans le contexte de l'immobilier, de la construction, du développement immobilier, de la promotion immobilière. Puis ensuite, on va avoir une discussion de comment on peut utiliser les données dans le quotidien, mais aussi en apprendre plus sur c'est quoi les données, puis comment qu'on peut devenir plus efficace dans nos processus en les utilisant de manière intelligente. Je vais commencer par me présenter. Gabriel Davanceroy, je suis chef du produit et cofondateur à Localogic. Localogic, c'est une compagnie qui est spécialisée dans la production d'intelligence sur les villes, la localisation, mais sur le marché de l'immobilier également. On vend nos produits à des sites web pour aider les acheteurs de propriétés à trouver l'emplacement qui correspond parfaitement à leurs besoins, mais également à des grandes compagnies immobilières pour aider soit à trouver des sites qui correspondent à leur thèse d'investissement ou bien à trouver c'est quoi la meilleure utilisation du sol pour des sites spécifiques pour optimiser leur rendement. Background en sciences de la donnée, donc j'étais data scientist avant de cofonder Localogic, puis avec une grande expérience sur prédire le comportement humain en fonction du cadre bâti dans les villes, spécifiquement sur l'emplacement où les gens veulent habiter. J'ai cofondé Localogic pour environ 6 ans. Puis on est rendu une compagnie d'une trentaine de personnes environ. Valérie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, moi c'est Valérie Vanderhagen, donc je suis directrice BI, vente et marketing chez Smart Centers REIT. Donc nous sommes un fonds d'investissement immobilier. Smart Centers, certains connaissent déjà, possède et exploite plusieurs centres commerciaux à travers le Canada, donc au-dessus d'une centaine de centres commerciaux. Mais a aussi un volet de développement. En fait, il y a plusieurs années, 3 années, voyant la vague du retail arriver, pas la vague de la COVID, mais celle du retail en tout cas, Smart Centers a entrepris de densifier, intensifier ses sites. Donc, je travaille particulièrement pour cette équipe-là de développement et nous avons un business unit à Montréal. Ah, merci Valérie. Pascal? Oui, bonjour. Donc, Pascal Harvey, urbaniste, membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. J'ai un background en sociologie et en urbanisme. Ma carrière en urbanisme, je l'ai amorcée il y a environ une quinzaine d'années, principalement au départ en urbanisme conventionnel, dans des cabinets de services conseils pour faire des projets de développement immobilier. Et par la suite, je me suis rapidement intéressé aux aspects financiers de l'immobilier. Je suis allé travailler au groupe Altus et j'ai fait de l'évaluation, des études de marché. Ensuite, j'ai travaillé pour quelques développeurs. J'ai été à mon compte. Et puis, depuis plus récemment, je suis directeur développement et urbanisme chez Sidley Architecture. Sidley Architecture, qui est une boîte bien connue de Montréal, mais qui est une association stratégique avec la boîte de communication Sidley, qui a un rayonnement international, qui est un des grands bureaux de communication dans le monde et qui elle-même est à l'intérieur d'un regroupement qui s'appelle Q, KYU, qui regroupe ensemble des entités, des sociétés qui ont un capital de créativité important et ensemble, on travaille sur des arrimages pour utiliser la créativité pour développer des nouveaux modèles d'affaires, entre autres. J'ai bien compris ici. Merci Pascal. Oui, puis c'est intéressant aussi de voir une compagnie comme Sidley qui est reconnue pour sa créativité et tout ça, que aussi, même si on pense souvent à la donnée comme quelque chose de froid puis de quantitatif, ça peut soit permettre la créativité, mais aussi des fois confirmer des idées créatives puis de vraiment rassurer des investisseurs ou le monde financier du bien fondé des idées qui sont un peu plus champ gauche des fois. Comme j'ai dit plus tôt, je vais commencer par présenter un petit overview de où on en est avec les données dans le marché de l'immobilier au Canada puis aux États-Unis. Puis après ça, on va tourner ça un petit peu plus en discussion. Pour que ça soit plus intéressant, je vais arrêter de partager cette page d'accueil-là pour qu'on puisse se concentrer sur les personnes qui présentent. Souvent, on peut commencer par qu'est-ce que c'est les données. Je vais l'appliquer directement au marché de l'immobilier. Puis souvent, on a deux types de données qu'on peut voir qui sont utilisées en ce moment aujourd'hui dans l'immobilier. Une qui est historiquement beaucoup utilisée, puis l'autre qui est en croissance. Puis je vais vous montrer pourquoi c'est important de considérer l'autre aspect. Il y a vraiment les données qu'on appelle traditionnelles. Souvent, c'est tout ce qui est lié au bâtiment ou à l'unité spécifiquement. Donc, ça peut être la taille du bâtiment, la qualité, classe A, classe B, classe C pour les bureaux, etc. Lié vraiment aussi
aux services offerts dans ce bâtiment-là. Est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a des stationnements? Puis, on le sait, c'est vraiment important. Ça, c'est des forces qui donnent la valeur de l'immobilier. Puis aussi, ça va répondre à une demande sur le marché. Mais il y a aussi toutes les données qu'on appelle alternatives. Donc, c'est vraiment ce qu'on trouve sur le 5e mur, donc pas les murs ni le plafond, plancher, mais c'est vraiment tout ce qui se trouve à l'extérieur du bâtiment. Est-ce qu'il y a des restaurants à proximité? Est-ce que c'est un endroit qui est silencieux? À quelle distance qu'on est d'une autoroute? Combien d'emplois se sont créés dans les derniers jours? Puis c'est vraiment récemment, à travers les nouvelles technologies du big data, de l'info nuagique puis de l'intelligence artificielle, que l'immobilier commence à être capable d'intégrer ce genre de données-là dans la prise de décision. Il y a plusieurs études qui ont démontré que non seulement la proximité d'un restaurant, mais même le ratings donné par les utilisateurs de Yelp sur ces restaurants-là à proximité explique aussi fortement la croissance de la valeur de l'actif de bureau que des données plus traditionnelles comme qu'il y a du tapis, qu'il y a accès à combien de salles de bain, etc. dans le bâtiment. Donc, c'est vraiment, maintenant, on a non seulement accès à ces données-là, plus qualitatives, mais on est capable de les traiter grâce à des nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment la croissance de ces données alternatives-là qui permettent de comprendre l'immobilier d'une manière suffisante pour être capable d'utiliser les données. Par exemple, à Localogic, on essaie de prédire le prix d'un bâtiment. On s'est rendu compte que 52% des facteurs qui expliquaient le prix, c'était les caractéristiques du bâtiment en tant que tel, mais que 48% des facteurs explicatifs de la valeur d'un bien immobilier étaient liés aux aspects de la localisation, comme l'accès au transport en commun. Est-ce que le bâtiment est situé sur une rue passante ou tranquille? Est-ce qu'il peut y avoir des écoles à proximité, même la cote de ces écoles-là pour des bâtiments résidentiels? 48% de la valeur. Donc, c'est vraiment quelque chose que maintenant, on peut faire confiance à la donnée parce qu'on comprend la problématique de manière plus holistique. Donc, grâce à la montée des technologies et tout ça, on est capable de l'utiliser. Il y a d'autres forces qui font en sorte qu'il y a un désir d'innovation dans le marché de l'immobilier. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent qui font face à ces problématiques-là. Les terrains qui étaient les plus évidents à construire ont déjà été pris ou il y a tellement une forte demande pour les acheter que le prix d'acquisition de ces terrains-là explose. Donc, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui peuvent se tourner vers des endroits qui sont moins familiers par rapport à leurs connaissances puis qui veulent les acheter. Ça augmente beaucoup le risque, l'exposition au risque. Ça augmente beaucoup l'incertitude. Donc, les données deviennent un moyen de rassurer puis de réduire notre risque. Il y a des données vraiment intéressantes. Il y a eu des grands sondages qui ont été faits à travers le Canada puis les États-Unis qui montraient que 56% des investisseurs immobiliers veulent utiliser du analytics, de la donnée pour prendre des meilleures décisions. Il y a 28% des gens qui le font déjà. L'autre partie, par contre, que là, ça va être intéressant de parler avec Valérie puis Pascal, qui sont des gens qui utilisent déjà des données, c'est que bien que les gens veulent utiliser plus la donnée, il y a 84% des projets qui essayent d'utiliser l'intelligence artificielle ou le big data qui ne sont pas utilisés au bout du compte par ces compagnies-là. Donc, il y a un désir, mais je pense qu'il y a une mauvaise compréhension dans le marché de comment bien utiliser les données. Puis, il faut revenir toujours à la source. Puis ça, je pense peut-être, Pascal, je pourrais te lancer là-dessus pour la première question. Justement, les données, ça ne va pas être une boule magique qui va nous dire tu dois investir là ou tu dois faire ça. Il faut toujours commencer par se poser les bonnes questions. Fait qu'il faut y retourner à la source. Il y a un besoin d'affaires. Est-ce que les données peuvent m'aider à bien répondre à ce besoin d'affaires-là? Fait que je ne sais pas si Pascal, tu peux prendre la balle au bon puis peut-être nous donner des exemples ou un peu réfléchir à ce que je viens de donner comme contexte. Oui. Bien, je pense que tu as tout à fait raison. En fait, l'utilisation des données nous interpelle de deux façons. Principalement, nous interpelle de plusieurs façons. Mais d'une part, il y a la nécessité de s'attabler puis d'avoir la discipline requise pour à la fois les inclure dans nos processus d'affaires, les inclure dans nos prises de décision, même à l'interne, d'avoir la discipline, puis c'est hallucinant le nombre de données qu'à l'intérieur de nos entreprises sur lesquelles on est assis, si on regarde l'ensemble de nos projets, dans le cas d'un développeur, si on commence à faire l'inventaire de tout ça, on peut se rendre compte qu'on a énormément de données. Donc, d'une part, de prendre conscience des données, mais d'autre part, puis c'est peut-être ça où là, ça touche exactement le point que tu mentionnes, c'est d'être prêt à être interpellé sur nos pratiques d'une façon qui peut être parfois déstabilisante.
Parce que si on interroge les données, la donnée ne nous dira rien de mieux ou de plus qu'une réponse par rapport à la question qu'on a posée. Fait que si on interroge la donnée de manière à venir confirmer nos pratiques d'affaires, puis on le voit souvent, là, je veux dire, c'est le genre de pratique, le genre de choses. Et c'est pour ça que des fois, d'avoir recours à des experts comme LocalLogic, ça peut être intéressant, même de leur confier nos données, puis de les mesurer à la lumière d'un horizon de données qui est beaucoup plus vaste pour être confronté par rapport aux apprentissages qu'on aurait eu tendance à faire normalement ou avoir des questions qui arrivent d'ailleurs puis qui nous permettent de changer de point de vue. Or, il faut quand même être prêt pour adhérer à une approche comme celle-là. Moi, ce que je ressens pour terminer, peut-être dans le marché avec nos clients, c'est que de plus en plus, en effet, et puis Valérie les mentionnait d'entrée de jeu, Smart Centers a pris, eux, un peu en amont, une décision d'examiner de façon critique leurs pratiques d'affaires à la lumière d'une perturbation claire qui s'en est dans le marché, celle du périclitement, peut-être des activités de vente au détail ou en fait la diminution de leur intensité. Ça s'avère, tant mieux pour eux, mais il y a plein d'autres créneaux qui vont être sujets de façon imminente à des perturbations assez importantes. Tu mentionnais la rareté de terrain, mais au-delà de ça, on a eu aussi des crises par rapport à l'hospitalité court terme. Mais là, en ce moment, ça existe comme des crises, des soubresauts, des choses comme ça, mais il y a des tendances qui vont s'installer et qui vont faire en sorte qu'il y a des pratiques d'affaires actuellement qui sont désuètes. Or, ceux qui vont arriver avec des solutions nouvelles, ceux qui vont arriver avec des pratiques d'affaires innovantes, performantes, ce seront fort probablement des personnes, des groupes, des sociétés qui ont mis au cœur de leur processus d'affaires l'analyse de données. Mm-hmm. Ouais, super intéressant. Puis je pense qu'on a un bon exemple de compagnie avec nous, avec Valérie qui représente Smart Centers pour la valorisation des données. Valérie, est-ce que tu peux nous parler un peu justement du genre de données que l'on peut utiliser dans le monde de l'immobilier? Oui, en fait, moi, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Je ne vous l'ai pas dit au début, mais moi, je suis issue du marketing. Donc, les clients finaux, là, ceux qui vont profiter des produits, ça m'intéresse énormément. Et puis, je pense que l'industrie de l'immobilier doit se pencher beaucoup sur les données pour pouvoir justement développer des produits innovants qui vont se différencier, qui vont s'écouler aussi plus rapidement. Au niveau du format des données, je parlerai d'abord du format, puis après ça, du genre de données. Les formats des données, il y a celles qui sont déjà existantes, donc des données qu'on appelle secondaires. Puis il y a aussi celles qu'on peut aller collecter directement à la source. Donc, l'avantage des données secondaires, c'est que c'est souvent moins coûteux, c'est plus rapide, c'est des données qui existent déjà. Par contre, les données primaires, elles vont être beaucoup plus adaptées aux besoins précis du chercheur. Donc, comme je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, Pascal, ça dépend de ce qu'on cherche. Maintenant… Valérie, je suis sûr que les gens comprennent bien. Fait que, par exemple, une donnée secondaire, ça pourrait être le recensement canadien qui donne accès à des données démographiques. Tandis que primaire, ça pourrait être un sondage. Exact, le sondage qu'on va faire nous-mêmes. Alors, par exemple, les données secondaires, ça va être des données, on va acheter des données qui existent déjà, on va aller chercher des mémoires, des articles de journaux. Les données, c'est pas nécessairement quantitatif. Hein. Quand on parle de la donnée, souvent, on parle de quantitatif, c'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'informations de marché qui sont qualitatives qu'on peut aller chercher aussi. Alors, maintenant, au niveau du type de données qu'on peut aller chercher, dans les données primaires, on peut aller chercher aussi simple qu'aller chercher de l'information, de la collecte systématique à l'inscription d'un nouveau client ou à l'achat à travers le CRM, à travers l'équipe de vente, des données qu'on va aller collecter puis on va bâtir un portrait de nos clients. On va avoir donc un portrait qui va être socio-démo, de la provenance, les activités, les motivations à l'achat, toutes ces informations-là qui sont certaines quantitatives, certaines qualitatives, qu'on les chercher comme ça. On peut faire de l'analyse de nos commentaires et plaintes. On parlait des données qu'on avait à l'interne. Ça, c'est une source aussi. Des clients mystères. Il y a beaucoup de firmes qui ont recours à ça. On peut faire des études qualitatives auprès des résidents actuels, des commerçants, les municipalités, qu'est-ce qu'ils veulent, où s'en va le marché. Maintenant, au niveau des données secondaires, il y a toutes les statistiques de marché dont on parlait tout à l'heure qui existent déjà, toutes les statistiques sur les clients aussi, les nombres de ventes, les prix médians, les délais de vente,
Puis les sources, ben, sont multiples. Je ne sais pas si on était prêt à aller jusque-là. Je pense que ça peut être intéressant si on veut que tout le monde sorte de l'écoute de notre présentation puis se dise, ah, ben, je vais aller, je suis curieux, je vais aller essayer une idée que Valérie m'a donnée. Fait que peut-être tu peux donner une ou deux sources qui Oui, sont ben en fait, super pertinentes dans ton travail. Les sources de base, il y a Statistique Canada. Donc, on a des recensements tous les 4 ans. Il y a énormément de données qu'on peut aller chercher qui sont soit gratuites ou soit on peut aller demander carrément des croisements. Ça ne coûte pas énormément cher. On peut s'en tirer en dessous de 1 000 $ pour faire un croisement vraiment intéressant de données, on va dire, profil de la clientèle versus le revenu du ménage ou des choses comme ça. Donc, ça nous donne des bonnes idées de à quoi ressemble notre marché. Puis, je trouve que c'est super pertinent que tu dises ça, Valérie, parce que la source de base du recensement, souvent, on va avoir le pourcentage de la population qui gagne tant. Mais souvent, quand on a un problème d'affaires, ça va souvent être un peu plus niche que ça. On va avoir un persona un peu plus clair un jeune professionnel. Donc, tu veux l'âge, tu veux le type d'emploi, puis tu veux peut-être le salaire moyen. Statistique Canada ne donne pas ces données-là de base. Il faut leur demander. Mais c'est là que ça devient vraiment pertinent d'avoir la bonne question. Puis après ça, on peut enrichir la valeur qu'on tire de la donnée, même si c'est la même source au bout du compte. C'est juste que là, vu qu'on a une question claire, ça nous donne une vraie réponse. Voilà. Puis c'est pas compliqué à faire en plus. La SCHL, excellente source de données qui se base en partie sur Statistique Canada, mais sur plein d'autres études qui font aussi. Donc là, beaucoup de données sur la construction, sur le locatif aussi, sur le marché, le socio-démo aussi, tout simplement, les besoins du marché. Et il y a plein de fournisseurs de données, évidemment, LocalLogic en fait partie, Altus, JLR, Centris, tout ça, c'est des sources qu'on peut aller chercher très facilement. Tout à fait. Vas-y, Pascal. Mais il reste quand même que, c'est vrai, puis toutes ces sources-là existent, sont bonnes, puis il y a même en plus un portail de données ouvert de la Ville de Montréal. Et moi, je suis tout à fait d'accord sur l'importance d'aller croiser des données, puis c'est le cumul de ces données-là aussi qui va nous permettre éventuellement de regarder puis d'avoir des insights nouveaux. Mais il y a quand même une certaine complexité technique qui vient avec ça. Déjà, de venir réconcilier ces données-là. Puis je l'ai fait longtemps dans ma carrière comme analyste en immobilier où on regardait d'une part les mises en chantier, après ça on regardait la démographie, après ça on regardait les paramètres économiques. Et oui, on superpose ces choses-là, puis on a une intuition, puis on a un mélange d'expertise qui fait en sorte qu'on est capable, à travers ça, de déceler des tendances puis d'exercer un jugement. Mais lorsqu'on commence à cumuler ces choses-là puis on les met dans un robot ou on les met dans une machine, c'est là qu'on se rend compte du pouvoir immense de ce qui peut ressortir. Là. Je veux pas non plus... Je pense que c'est important que les gens comprennent que oui, il y a déjà de la donnée qui est disponible, primaire, secondaire et tout, puis il y a de la donnée que nous-mêmes, on peut générer. Mais quand on parle du niveau supérieur ou du analytics, comme tu parles, il y a quand même un pas, il y a un pas technologique, il y a un pas technique à prendre. Oui, tout à fait. Puis même toutes les sources que tu viens de donner, oui, la donnée est disponible, mais c'est pas dans le même format tout le temps. Il faut aller trouver le bon site web, il faut la download, la télécharger. Fait il y a quand même un coût associé à ça, mais il y a des compagnies qui aident à faire ça pour les gens. Valérie t'en a nommé quelques-uns, Altus, JLR, nous-mêmes à LocalLogic, on travaille avec des professionnels immobiliers aussi pour les aider à utiliser leurs données. Puis je trouve qu'il y a un point qui est vraiment intéressant, c'est plus ces données-là deviennent disponibles, plus on peut les croiser, plus on peut créer de l'intelligence. Parce que des exemples que tu as donnés, Valérie, c'est on peut dire, je veux les donner pour Montréal, pour des groupes d'âge spécifiques, avec un revenu spécifique, avec un métier spécifique. Là, chacune de ces tranches-là rajoute une complexité, mais rajoute un layer d'intelligence. Après ça, tu peux rajouter une localisation plus spécifique. Ben moi, je suis intéressé à la salle ou dans ce sous-groupe-là de la salle. À chaque fois qu'on rajoute une de ces dimensions-là, à chaque fois, on rajoute un petit peu de complexité à l'analyse, mais on augmente aussi la richesse de l'analyse qu'on peut faire. Exact. Valérie, tu as nommé un point, puis je pense que c'est quelque chose qui est souvent l'endroit où les gens commencent leur recherche, ce qui peut être une bonne chose, puis on va en discuter peut-être des fois une mauvaise chose, mais je pense que les compagnies immobilières ont souvent beaucoup de données eux-mêmes et peuvent en retirer énormément d'intelligence pour devenir plus intelligents en affaires. Par contre, il y a d'autres
pièges liés à ça. Peut-être le coût de traitement de nos propres données est immense. Puis il y a d'autres aspects à ça, mais je ne sais pas si Pascal ou Valérie, vous pouvez parler d'exemples que vous avez en tête d'une bonne valorisation des données que la compagnie elle-même peut générer. Ben, en fait, moi, je pense qu'un CRM, là, un système de collecte et de traitement de l'information à l'interne est essentiel. Donc, puis on peut très tôt dans un projet commencer à collecter de la donnée, ne serait-ce que par les personnes qui peuvent être éventuellement intéressées. Et ces données-là qu'on collecte en amont des projets permettent aussi d'orienter les projets parce qu'on est capable de savoir, bon, ben, quel type de personnes peuvent être intéressées par tel projet à tel endroit. On peut même aller faire appel à ces personnes-là pour faire des groupes préliminaires pour comprendre ben, c'est quoi les besoins du marché. Fait que, moi, je commencerais par là. Ça prend un CRM. Puis c'est vraiment pertinent parce que les données disponibles dont tu parlais secondaires, c'est souvent des grandes compagnies de données, JLL, Altus et compagnie, souvent ça va être plus du côté de l'offre. Donc, c'est quoi les comparables en ce moment sur le marché, contre quoi je vais compétitionner? Mais le CRM, qui est en fait un Customer Relationship Manager Software, qui t'aide à avoir des relations avec tes clients, te bâtit une base de données, mais sur la demande. Puis là, c'est en jumelant l'offre et la demande qu'on peut comprendre si c'est un bon marché, s'il y a trop de compétition, mais s'il y a une demande. C'est vraiment une bonne place où commencer, je suis d'accord. Toi, Pascal, est-ce que tu as des exemples en tête? Ben, moi, je suis d'accord. Je pense que la première chose à faire, c'est dans nos organisations, de se doter d'une capacité d'aller d'abord de prendre la donnée puis de la storer à un endroit où est-ce qu'elle va pouvoir être réutilisée, puis discipliner nos équipes à le faire de façon systématique dans un premier temps, mais aussi de ne pas hésiter à regarder derrière nous. Puis si on est une compagnie de construction, on est une compagnie, un fournisseur, on a un développeur, on a des actifs, on a des projets, on a des clients. Et le fait de prendre toute cette information-là, qui est souvent un peu pêle-mêle, qui est dans les projets, puis de réunir ça, ça n'est pas très coûteux. Ça requiert un peu de ressources humaines, de comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein de plateformes de CRM qui sont disponibles à peu de coût. Ça peut être tout simplement un tableur Excel qui est bien monté, qui va s'exporter dans autre chose. Mais à partir du moment où j'ai un historique de je ne sais pas moi, 400 projets, et puis que j'ai ça à quelque part dans mes dossiers, dans mes archives, je suis peut-être en train de dormir sur une mine d'or. Puis peut-être qu'elle n'apparaîtra pas immédiatement comme quelque chose d'extrêmement révélateur dans mon Excel. Mais à partir du moment où je commence à croiser ça avec d'autres données, à examiner des tendances dans le temps, la masse de données, puis tu es mieux placé que moi, puis Valérie aussi, vous êtes mieux placé que moi parce que c'est votre champ d'expertise, mais la masse de données nous permet de révéler des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Puis ce qui est des indicateurs de valeur, des indicateurs de richesse, des indicateurs de succès, des indicateurs de risque, au regard de nos yeux, des fois, ça peut être quelque chose qui est à peu près anodin, puis ça peut être quelque chose sur lequel on n'aurait jamais pensé focusser notre attention. Je prenais souvent comme exemple, puis c'est pas vrai, mais il n'y a rien qui nous... Si on faisait, par exemple, un mapping des meilleures valeurs de vente au détail à Montréal, ça pourrait très bien arriver qu'on se rende compte que ça se joue en fonction de la largeur du trottoir devant lequel le magasin est installé, puis du couvert végétal. Mais il n'y a pas moyen d'avoir cette connaissance-là à moins d'amalgamer une foule de données et de faire en sorte que ce soit une forme d'intelligence artificielle qui le traite. Et c'est là que vraiment, c'est pour ça qu'on parle de... Je ne pense pas qu'on doive rentrer là-dedans, mais c'est pour ça que l'intelligence artificielle, combinée aux données, a cette force perturbatrice-là. C'est que ça nous permet de regarder puis de voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Puis en immobilier, ça s'en vient là, de plus en plus. On va avoir de plus en plus des développeurs qui vont avoir des départements de R&D, là, ce qui n'aurait pas été envisageable là, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Puis, tout à fait. Mais je pense pas que c'est tous les promoteurs qui ont besoin de faire ça. Ils ont chacun leur force également. Fait que travailler avec des compagnies qui ont de l'expertise en traitement de données, comme les grands joueurs qu'on a depuis tantôt, je pense que ça peut être une excellente stratégie aussi de valoriser la donnée qu'ils ont à l'interne ou même à l'externe. Nous, à Localogic, on a mappé toutes les arbres à Montréal. On a un indice de canopée pour tous les bâtiments. On a démontré que la valeur d'une propriété résidentielle augmentait de 1 000 $ pour chaque
indices de verdure qu'ils ont proche de leur maison. C'est prouvé, puis ça existe déjà aujourd'hui. Il faut juste être un peu curieux de ce qu'on peut faire. Mais Gabriel, je peux me permettre, je pense pas que ce soit, je pense pas non plus qu'on s'en. Je serais curieux. Je vais y avoir des départements de R&D, mais cette donnée-là, effectivement, elle va être traitée ailleurs, probablement. Mais les R&D va faire quoi? Va se pencher sur les questions, selon moi. Je suis 100% d'accord. Puis ça, tu me ramènes où je te dis quelque chose que je trouve intéressant, puis c'est quelque chose qu'on sous-estime souvent, de l'importance de s'assurer que les premiers projets sur lesquels on travaille, qui incluent la donnée, soient assez simples et faciles pour démontrer à l'intérieur de notre organisation que ça peut créer de la valeur. Parce que souvent, ça prend un changement culturel vraiment important. Je le dis plutôt, chaque personne qui travaille génère une certaine donnée, que ce soit des vendeurs qui parlent à des clients, ils peuvent bâtir une base de données sur la demande, comme Valérie a donné comme exemple. Mais si tu ne construis pas une culture à l'intérieur de valorisation de la donnée, ça va être mal fait, donc la validité de ta donnée va pas être là. Tu vas oublier un vendeur sur deux, fait que ça sera pas valide. Fait que c'est vraiment important de commencer avec des projets simples. Comme ça, on apprend, l'organisation apprend, on fait de la gestion de changement, puis on adopte des bonnes pratiques liées à la prise de données, puis des choses comme ça. Ça s'intègre super bien dans le cadre de travail ordinaire. C'est juste une bonne pratique à avoir, puis aussi d'avoir la conscience de la question à laquelle je vais répondre, c'est ça. Fait que c'est important que je prenne le temps de bien noter peut-être le groupe d'âge dans mon CRM ou des choses comme ça. Fait qu'après, je vais pouvoir mieux la valoriser. J'ai un point aussi que je le ramène souvent, mais il y a quelque chose qui est vraiment unique par rapport à l'immobilier. Plusieurs en ont peut-être entendu parler. Il y a eu le bouleversement FinTech, que la façon d'investir en bourse a été complètement transformée. Il y a des films à Hollywood qui ont été faits là-dessus. La nature de l'actif d'une action en bourse est complètement différente de l'immobilier. L'immobilier, c'est comment on construit nos villes. Les décisions qu'on prend aujourd'hui vont être encore un impact majeur sur les villes dans 50 ans. Mais aussi, ça fait en sorte que le volume de données est beaucoup moins important que pour d'autres types d'actifs comme le marché boursier. Fait qu'il y a toujours des nuances à apporter, je pense. Autant que les gens ont de la valeur vraiment, ont de la donnée vraiment riche à l'interne, des fois, il n'y a peut-être pas le volume nécessaire à amener où Pascal essaie de nous expliquer sur l'intelligence artificielle et tout ça. Fait que, selon vous, est-ce qu'il y a des changements qui devraient s'opérer à l'intérieur du marché de l'immobilier pour créer peut-être une masse critique de données sur les transactions, de données sur les actifs qui existent? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui arrive? Est-ce que vous sentez qu'il y a trop de crainte de la part des acteurs immobiliers aujourd'hui pour aller dans cette direction-là? Est-ce que vous avez des réflexions par rapport à ça? Ben, moi, j'en ai une. Tu as tout à fait raison. D'abord, l'immobilier, de façon générale, il n'est pas public, là, contrairement aux compagnies qui sont cotées en bourse où il y a une obligation de reddition de compte et tout. Puis, il y a beaucoup d'informations dans l'immobilier qui est privilégié. Puis, je pense que ça risque de rester comme ça un certain temps, je crois. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir puis là, on parle vraiment de tendances larges, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir il va pas y avoir des changements au niveau de l'utilisation de la donnée puis de l'utilisation de la métadonnée puis de l'intelligence artificielle strictement du point de vue des développeurs. Je pense qu'éventuellement, on va voir ça arriver aussi du côté des villes ou des politiques, où est-ce que mais moi, je suis urbaniste. Une chose qui me tient à cœur beaucoup, c'est la façon qu'on encadre le développement dans nos villes. Or, en ce moment, on est encore dans le zonage qui est vraiment basé sur l'idée de gabarit, de hauteur, d'usage. Très prescriptif, en fait. C'est très prescriptif, alors que, en vérité, puis on le voit de plus en plus, on s'en va vers des cadres d'approbation de projets qui sont plus discrétionnaires, donc par l'entremise de projets particuliers, de PIA, l'approbation citoyenne, tout ça, fait en sorte que ce qu'on recherche véritablement, c'est pas des normes, des prescriptions. Ce qu'on recherche, c'est des résultats. On veut de l'inclusion, on veut de l'abordabilité, on veut du lifestyle, on veut de l'activation. Or, je pense que les données, la capacité de comprendre ce qu'un amalgame de trucs peut faire sur un site,
peut devenir une façon super intéressante, éventuellement, de venir encadrer le développement des villes. Maintenant, ce n'est pas demain matin que les villes vont changer leur zonage pour avoir un zonage de type intelligence artificielle, mais c'est-à-dire, il n'y a pas juste l'intelligence artificielle va influencer ça à plusieurs niveaux. Là. Puis les politiques elles-mêmes vont être appelées à se changer puis se transformer. Puis éventuellement, ce qu'on risque de voir, c'est une démocratisation de la donnée par la force des choses. Je ne sais pas comment ça va arriver exactement, mais je pense que c'est assez inéluctable. Puis on risque de voir apparaître aussi d'autres types de... Le marché de l'investissement immobilier change radicalement. On le voit à Montréal en ce moment. Une des raisons pour lesquelles on a shifté vers beaucoup du locatif puis moins du condo, c'est en partie une question de demande puis de changement dans les modes de vie, mais c'est beaucoup, beaucoup à cause de la nature du capital qui fait driver le show puis qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin d'un cycle rapide de recyclage de capital. Donc, et ces sociétés-là qui arrivent là-dedans vont être peut-être, je ne le sais pas, de plus en plus. Il y a un paquet de changements qui font que. Ouais. Bon, ben, merci beaucoup à vous deux, puis on va être là pour répondre aux questions aussi après la présentation. Merci. Merci. Bye.